Elle a vu tout le monde ignorer la fille sourde du milliardaire, jusqu'à ce que le milliardaire reconnaisse la phrase en langue des signes de sa défunte épouse, et il est resté figé. Le soleil de Nice se levait à peine, quand Hélène Garnier poussa la lourde porte de service de l'hôtel Émeraude, 6 heures du matin, comme tous les jours depuis 8 mois. Ses baskets usées ne faisaient aucun bruit sur le marbre italien des couloirs de service. Ses passages étroits et grisâtres que les clients ne verraient jamais. Elle portait son uniforme bleu marine trop large, acheté d'occasion dans une friperie de la vieille ville, ses cheveux châtains tirés en queue de cheval serrée. À 22 ans, Hélène avait déjà ce regard fatigué des gens qui ont trop vu, trop vécu, trop manqué. Elle salua d'un signe de tête Martine, la chef d'équipe, qui lui tendit sa feuille de route sans même lever les yeux de son téléphone. 10e étage aujourd'hui. Le salon de réception a eu un événement hier soir. Ça va être costaud. Hélène hocha la tête en silence. Elle parlait peu. Pourquoi le ferait-elle? Personne ne l'écoutait vraiment. Dans cet univers de luxe et d'apparence, les femmes de ménage n'étaient que des ombres nécessaires. Des silhouettes qu'on ne regardait pas vraiment, on les contournait dans les couloirs comme on évite un meuble. L'ascenseur de service grinça jusqu'au 10e étage. Quand les portes s'ouvrirent, Hélène fut accueillie par ce contraste violent qu'elle ne s'était jamais habituée à voir. D'un côté, les couloirs où elle travaillait, fonctionnels et froids. De l'autre, dès qu'on franchissait les portes battantes, l'opulence pure, des lustres de cristal qui valaient probablement plus que tout ce qu'elle gagnerait dans sa vie, des tapis persans si épais qu'on y enfonçait les pieds, des miroirs dorés qui reflétaient un monde auquel elle n'appartiendrait jamais. Elle sortit son chariot de nettoyage et commença sa routine. Passer l'aspirateur, nettoyer les vitres, astiquer les poignées de porte jusqu'à ce qu'elles brillent, vider les corbeilles, faire disparaître toute trace de présence humaine, comme si les lieux se nettoyèrent par magie pendant la nuit. Parfois, des clients passèrent près d'elle, des hommes en costume sur mesure, des femmes en tailleur Chanel, des parfums à 300 € le flacon. Ils ne la voyaient pas, leur regard glissait sur elle comme sur un mur. Elle était invisible, et peut-être que c'était mieux ainsi. Hélène vida son seau d'eau sale dans le local technique et s'autorisa une pause de 30 secondes. Le dos appuyé contre le mur frais, elle ferma les yeux une seconde. C'est là que ça arriva, comme toujours. Sans prévenir, une image fulgurante traversa son esprit. Un jardin, des fleurs blanches, des jasmins. L'odeur était si forte qu'elle crut vraiment la sentir. Une voix de femme qui chantait doucement. Une mélodie qu'elle ne reconnaissait pas mais qui lui serrait le cœur. Des mains, de grandes mains féminines, qui bougeaient dans l'air en faisant des gestes étranges, comme une danse silencieuse. Hélène rouvrit brusquement les yeux, le cœur battant. Ça recommençait. Ces fragments de mémoire qui n'en étaient pas vraiment. Ces images floues qui surgissaient sans raison, comme des fantômes d'une vie qui n'était pas la sienne. Ou peut-être que si. Elle ne savait plus. Tout ce qu'elle savait avec certitude. C'est ce que sœur Marguerite lui avait dit le jour de ses 18 ans, quand elle avait quitté l'orphelinat Sainte-Clotilde. « Tu es arrivée ici à 4 ans, ma petite, sous le nom d'Hélène Garnier. Nous n'avons jamais retrouvé ta famille. C'est tout ce que nous savons. 4 ans, qu'est-ce qui s'était passé avant? Pourquoi ne se souvenait-elle de rien de concret? Juste ces images éparpillées, ces sensations sans contexte, comme les pièces d'un puzzle qu'elle ne saurait jamais assembler. Elle soupira et retourna à son travail. Le grand salon de réception l'attendait. Effectivement, c'était costaud, des verres renversés, des serviettes en papier froissé partout, des taches de vin rouge sur le tapis blanc. Elle s'agenouilla et commença à frotter, méticuleusement, ses mains bougeaient en pilote automatique. Pendant que son esprit vagabondait ailleurs, Hélène habitait un studio minuscule dans le quartier de Riquier, qu'elle partageait avec Nadia, une autre femme de ménage qu'elle avait rencontrée à l'agence, 23 mètres carrés pour deux, des murs qui suintaient l'humidité en hiver, une fenêtre qui donnait sur une ruelle bruyante. Mais c'était chez elle. Enfin, plus ou moins. Le mot « chez elle » avait-il vraiment un sens quand on ne savait pas d'où on venait? L'orphelinat, 14 années passées entre ces murs gris, les dortoirs où elle dormait à 6 par chambre, les repas fades servis dans des assiettes en plastique, les punitions quand on parlait trop fort, les adoptions, toujours les autres, jamais elle, trop grande, trop vieille, trop ordinaire, pas assez mignonne, à 10 ans,
Elle avait arrêté d'espérer qu'une famille vienne la chercher. À 15 ans, elle s'était dit que peut-être ses vrais parents la chercheraient. À 18 ans, elle avait compris que personne ne viendrait, qu'elle était seule, qu'elle l'avait toujours été. Hélène se releva, les genoux douloureux d'être restée accroupie trop longtemps. Elle avait presque terminé le salon quand elle entendit des éclats de voix venant du couloir principal, des voix d'hommes agacés, et puis un autre son, un sanglot, une enfant qui pleurait. Elle hésita. Ce n'était pas ses affaires. Elle devait finir son travail et partir. Mais ce son, quelque chose en elle se tordit. Ce n'était pas juste un pleur de caprice. C'était un sanglot de terreur pure. Hélène posa son chiffon et s'approcha des portes battantes. Elle jeta un œil prudent. Une petite fille d'une dizaine d'années se tenait au milieu du couloir luxueux, ses cheveux châtains tressés en désordre, ses yeux bleus noyés de larmes. Elle portait une robe rose pâle froissée et serrait contre elle un petit sac à dos Mickey Mouse. 3 employés de l'hôtel l'entouraient. 2 hommes en costume et une femme en tailleur strict. « Ah, on ne comprend rien à ce qu'elle veut », disait l'un des hommes avec agacement. « Elle est peut-être étrangère », suggéra la femme. « Ou débile », marmonna l'autre homme. La petite fille essayait désespérément de communiquer. Ses mains bougeaient frénétiquement dans l'air, formant des gestes précis, rapides, suppliants. Elle faisait des signes que personne ne comprenait, des signes que personne ne voulait comprendre. L'un des hommes, excédé, fit un geste brusque de la main comme pour chasser une mouche. « Allez, va-t'en, on n'a pas le temps pour ça, va chercher tes parents ailleurs. » L'enfant recula, heurtant le mur, et ses sanglots redoublèrent. Quelque chose explosa dans la poitrine d'Hélène, une émotion si violente qu'elle en eut le souffle coupé. Ce n'était pas de la pitié, c'était plus profond, plus primitif, comme une reconnaissance, comme si elle se voyait elle-même, 20 ans plus tôt, terrifiée, incomprise, invisible, sans réfléchir. Elle poussa les portes battantes et s'avança. Les 3 employés la regardèrent avec surprise et un certain dédain. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» demanda la femme sèchement. « Retourne travailler. » Mais Hélène ne l'écoutait plus. Elle s'était approchée de la petite fille et s'était accroupie à sa hauteur. Leurs regards se croisèrent. Les yeux bleus de l'enfant étaient immenses, noyés de peur et de solitude. Et puis, sans savoir comment ni pourquoi, les mains d'Hélène se mirent à bouger. Ses mains bougeaient toutes seules. C'était la seule façon dont Hélène pouvait le décrire. Comme si son corps possédait une mémoire indépendante de son cerveau. Comme si ses doigts connaissaient un langage que sa conscience avait oublié. Ses mains formèrent des signes précis, fluides, naturels. Un index qui traçait un cercle dans l'air. 2 doigts qui se rejoignaient près du cœur. Une paume qui s'ouvrait doucement. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Elle ne savait même pas qu'elle était capable de le faire. Mais la petite fille, elle, comprit instantanément. Ses sanglots s'arrêtèrent, net. Ses yeux s'illuminèrent, comme si on venait d'allumer une lumière dans une pièce sombre. Elle lâcha un petit cri de soulagement, et ses propres mains se mirent à bouger. Rapidement, avec urgence. Hélène la regardait, fascinée et terrifiée à la fois. Elle ne comprenait pas tous les signes de l'enfant, mais quelque chose en elle captait l'essentiel. La peur, la solitude, la question désespérée. Ses mains répondirent d'elles-mêmes, formant de nouveaux signes qu'elle n'avait jamais appris consciemment. Derrière elle, les 3 employés de l'hôtel restaient figés, bouche bée. « Mais elle parle la langue des signes », murmura la femme, abasourdie. « Comment c'est possible? Elle est juste femme de ménage. » Hélène les ignora complètement. Toute son attention était concentrée sur cette petite fille aux yeux bleus. L'enfant fit un nouveau signe, ses 2 mains se rejoignant au niveau de son visage, puis s'écartant, et Hélène comprit sans savoir comment « Papa, où est papa ?» Avant qu'elle puisse répondre, un bruit violent retentit dans le couloir. L'ascenseur doré, celui réservé aux clients VIP, pas le minable ascenseur de service qu'utilisait Hélène, s'ouvrit dans un claquement métallique. Un homme en sortit comme une tempête, Maxime Delaunay. Hélène ne le connaissait que de vue. Tout le monde à l'hôtel le connaissait. Le propriétaire, le patron des patrons, celui qui possédait non seulement l'hôtel Émeraude, mais toute une chaîne d'établissements de luxe à travers la France. On le croisait parfois dans les couloirs, toujours pressé, toujours au téléphone, toujours inaccessible. Il avait 48 ans, mais en paraissait plus.
son visage aristocratique marqué par des rides profondes autour des yeux et de la bouche. Grand, mince, des cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, un costume 3 pièces qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel d'Hélène. Mais ce qui frappa Hélène, ce fut son regard, des yeux bleu-gris, qui normalement devaient être froids et calculateurs, mais qui à cet instant précis brillait de pure panique. « Sophie !» cria-t-il d'une voix rauque. « Sophie !» La petite fille se retourna, vit son père, et son visage s'éclaira complètement. Elle courut vers lui, ses petits pieds martelant le tapis perçant. Maxime Delaunay s'agenouilla et la saisit dans ses bras, la serrant contre lui comme si elle revenait d'entre les morts. « Mon Dieu, Sophie, j'ai eu si peur. Tu ne dois pas t'éloigner comme ça. Tu m'entends? Jamais, jamais. » Il parlait vite, trop vite. Oubliant visiblement que sa fille ne pouvait pas l'entendre, ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il vérifiait qu'elle n'était pas blessée, touchant son visage, ses épaules, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Sophie fit des signes rapides, montrant Hélène du doigt, expliquant quelque chose, et c'est là que Maxime Delaunay leva enfin les yeux vers la femme de ménage accroupie à quelques mètres de lui. Leurs regards se croisèrent. Hélène vit quelque chose d'étrange passer dans les yeux de cet homme, une lueur qu'elle ne sut pas identifier. De la surprise, de la confusion, mais il se détourna presque immédiatement, reportant toute son attention sur sa fille. Il commença à faire des signes lui-même, plus lentement, plus maladroitement que Sophie, mais avec une tendresse évidente. Hélène comprit qu'il lui demandait où elle était allée, pourquoi elle était partie. Sophie répondait par une série de gestes que Hélène ne comprenait qu'à moitié, mais qui semblaient impliquer qu'elle s'était perdue en cherchant les toilettes, puis Sophie fit quelque chose qui glaça Hélène jusqu'aux os. La petite fille se tourna vers elle et fit un signe très spécifique. 3 petits coups délicats au niveau de son propre cœur, suivis d'un cercle tracé dans l'air avec son index. Puis elle sourit à Hélène. Un sourire pur, reconnaissant, rempli d'une affection instantanée. Hélène, sans réfléchir, répéta exactement le même geste. 3 touches sur le cœur, un cercle dans l'air. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Ses mains l'avaient en fait d'elle-même, comme une réponse automatique à un stimulus qu'elle ne comprenait pas. Mais Maxime Delaunay, lui, comprit. Il se figea complètement. Son visage devint d'une pâleur de cire. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur les mains d'Hélène comme s'il venait de voir un fantôme se matérialiser devant lui. « Non », souffla-t-il, la voix à peine audible. « C'est impossible. » Il se releva lentement, comme au ralenti, sans quitter Hélène des yeux. Sophie le regardait, perplexe, ne comprenant pas pourquoi son père avait soudain l'air d'avoir vu le diable. Maxime fit 2 pas vers Hélène, puis 3. Elle recula instinctivement, mal à l'aise sous l'intensité de ce regard. « Où » commença-t-il d'une voix étranglée. « Où avez-vous appris ce signe ?» Hélène cligna des yeux, confuse. « Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est juste... Mes mains l'ont fait toute seule. »« Moi toute seule » répéta-t-il comme si ces mots n'avaient aucun sens. « Non, non, ce n'est pas possible, ce signe, ce geste précis. Personne ne le connaît, personne ne peut le connaître. » Il s'approcha encore, et cette fois Hélène recula jusqu'à heurter le mur. Il était trop près, beaucoup trop près. Elle pouvait voir les petites veines rouges dans le blanc de ses yeux, sentir son eau de Cologne hors de prix, percevoir le tremblement presque imperceptible de ses mains. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, et sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. « Qui êtes-vous vraiment ?»« Je m'appelle Hélène Garnier, je travaille ici, je suis juste femme de ménage. Regardez-moi » ordonna-t-il soudainement. Elle obéit, levant les yeux vers lui, et elle le vit, le moment exact où quelque chose bascula dans son regard. Il scrutait son visage avec une intensité dévorante, comme s'il cherchait à déchiffrer un code caché. Ses yeux s'attardèrent sur les siens, châtains, en amande, bordés de longs cils, sur son front, sur le petit grain de beauté près de sa tempe gauche, sur sa bouche, sur la légère fossette dans son menton. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Mon Dieu, non !» Et soudain, sans prévenir, il saisit le bras d'Hélène, pas violemment, mais avec une urgence désespérée qui la terrifia bien plus qu'une agression ne l'aurait fait. « Quel âge avez-vous ? » « 22 ans, mais... Et votre famille, vos parents ?
Je n'en ai pas. Je suis orpheline depuis l'âge de 4 ans, monsieur. Vous me faites peur. Je ne comprends pas ce que... 4 ans, répéta-t-il dans un souffle. 4 ans. Où avez-vous grandi? À l'orphelinat Sainte-Clotilde, dans la périphérie de Nice, monsieur. S'il vous plaît, lâchez-moi. Mais il ne l'écoutait plus. Ses yeux avaient pris une expression hagarde, comme s'il calculait quelque chose de terriblement important dans sa tête. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comptant, recomptant. 18 ans, murmura-t-il. Ça fait 18 ans. Elle aurait 22 ans maintenant. Elle aurait exactement 22 ans. Les employés de l'hôtel observèrent la scène avec stupéfaction. Ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou non, Sophie tirait sur la manche de son père. Inquiète, Maxime lâcha brusquement le bras d'Hélène et sortit son téléphone portable de sa poche, avec des gestes fébriles. Il composa un numéro, porta l'appareil à son oreille. « Bertrand, c'est Maxime, j'ai besoin de toi immédiatement. Non, pas demain, maintenant, à l'Émeraude, et contacte Durand aussi, le détective, celui qui a travaillé sur l'affaire. Oui, cette affaire-là. Dis-lui de venir avec tous les dossiers. Tous, je me fiche qu'il soit 3 heures du matin à Tokyo, qu'il prenne le premier avion. » Il raccrocha et se tourna vers Hélène, qui le fixait avec un mélange de terreur et de totale incompréhension. « Vous ne quittez pas cet hôtel, » dit-il d'une voix qui ne tolérait aucune discussion. « Vous m'entendez? Vous restez ici. J'ai des questions. Beaucoup de questions. Mais je dois terminer mon travail. Je dois... Votre travail peut attendre, » explosa-t-il soudain, faisant sursauter tout le monde. « Bon sang, vous ne comprenez pas. Ce geste que vous avez fait, ce n'est pas un hasard. Ce ne peut pas être un hasard. » Il se passa une main tremblante dans les cheveux, respirant fort, essayant visiblement de se calmer. « Ce geste, reprit-il plus doucement, mais avec la même intensité, ma femme l'avait inventé. C'était notre signe secret à elle et à... Elle seule le connaissait. Elle et personne d'autre au monde. » Il plongea son regard dans celui d'Hélène, et elle y lut quelque chose qui lui glaça le sang, de l'espoir. Un espoir fou, désespéré, presque violent. « Alors dites-moi, Hélène Garnier, » souffla-t-il, « comment diable connaissez-vous le signe que ma femme morte faisait à ma fille disparue ?» Hélène fut installée dans une petite salle de réunion du 5e étage. Pas une suite de luxe, mais pas non plus un placard à balai, un entre-deux qui reflétait parfaitement son statut ambigu dans cette situation incompréhensible, une table ovale en bois sombre, 6 chaises rembourrées, une fenêtre donnant sur la promenade des Anglais, où les premiers touristes commençaient à déambuler sous le soleil de 9 heures. On lui avait apporté un café qu'elle n'avait pas touché. Ses mains tremblaient trop pour tenir la tasse. Maxime Delaunay faisait les 100 pas de l'autre côté de la vitre, téléphone vissé à l'oreille, parlant rapidement à quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir. Sophie était assise à côté d'elle, balançant ses jambes sous la chaise, observant Hélène avec une curiosité tranquille et dénuée de jugement. De temps en temps, la petite fille lui faisait un sourire encourageant. Hélène aurait voulu fuir, partir en courant. Mais 2 hommes en costume, des agents de sécurité, visiblement, montèrent la garde devant la porte, pas menaçants, mais présents. Elle était prisonnière. La porte s'ouvrit brusquement. Maxime entra, suivi de 2 hommes. Le premier, la cinquantaine, en costume gris élégant, portait une mallette en cuir. Le second, plus âgé, bedonnant, avec des lunettes au verre épais, tenait un épais dossier cartonné sous le bras. « Mademoiselle Garnier, » dit Maxime d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, « je vous présente Maître Bertrand Lacroix, mon avocat, et Monsieur Philippe Durand, détective privé. » Hélène hocha la tête faiblement, incapable de prononcer un mot. Maxime s'assit en face d'elle, les 2 hommes de chaque côté. Sophie grimpa sur les genoux de son père, qui l'entoura machinalement d'un bras protecteur. « Je vais être direct, » commença Maxime, « parce que je deviens fou et que j'ai besoin de savoir. Il y a 18 ans, ma fille aînée, Catherine, a été enlevée de notre propriété. Elle avait 4 ans. Nous ne l'avons jamais retrouvée. » Il marqua une pause, sa mâchoire se contractant. « Ma femme, Isaline, ne s'en est jamais remise. Elle est morte il y a 10 ans. Le cœur littéralement brisé de chagrin, insuffisance cardiaque causée par une dépression sévère, ont dit les médecins. Mais moi je sais la vérité. Elle est morte,
parce que vivre sans Catherine était devenu insupportable. Hélène sentit sa gorge se serrer. Elle ne voulait pas entendre cette histoire. Elle ne voulait pas être mêlée à ce drame familial qui n'avait rien à voir avec elle. « Le signe que vous avez fait tout à l'heure », reprit Maxime d'une voix plus rauque. Isaline l'avait inventé spécialement pour Catherine. 3 touches sur le cœur, un cercle dans l'air. Ça voulait dire « Je t'aimerai toujours ». C'était leur secret. Personne d'autre ne le connaissait. Même moi. Je ne l'utilisais pas. C'était entre mère et fille. Il se pencha vers elle, les yeux brillants d'une lueur fébrile. « Alors expliquez-moi comment vous, une orpheline sans passé, vous connaissez ce geste que ma femme morte faisait à ma fille disparue. » Hélène secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas. Mes mains l'ont fait toute seule. Je ne contrôlais rien. C'était comme un réflexe. » Le détective, Durand, ouvrit son dossier et en sortit plusieurs photographies qu'il étala sur la table. Hélène baissa les yeux malgré elle. La première photo montrait une petite fille d'environ 4 ans, aux cheveux châtains coupés au carré, des yeux immenses et rieurs, une fossette au menton. Elle portait une robe blanche à fleurs et tenait la main d'une femme élégante. Isaline, probablement. Elle se tenait dans un jardin luxuriant rempli de fleurs blanches. « Des jasmins », murmura Hélène sans s'en rendre compte. Maxime se figea. « Quoi ? Les fleurs ? Ce sont des jasmins, je reconnais. L'odeur. Mais comment pouvait-elle reconnaître l'odeur d'une fleur sur une photographie ? C'était absurde. Et pourtant, elle la sentait, forte, entêtante. Comme si le jardin était là, autour d'elle. Durand sortit une autre photo. Catherine a 3 ans, riant aux éclats dans les bras d'un homme jeune. Maxime, 30 ans plus tôt, les cheveux encore sombres, le sourire radieux. « Regardez attentivement », dit doucement l'avocat Lacroix. « Regardez le visage de l'enfant, les yeux, le front, la fossette au menton. » Hélène regarda, et son cœur manqua un battement. C'était comme se regarder dans un miroir temporel, les mêmes yeux en amande, la même fossette, le même petit grain de beauté près de la tempe gauche. « Non », murmura-t-elle. « Non, c'est une coïncidence. Beaucoup de gens se ressemblent. Quand avez-vous dit avoir été placé à l'orphelinat ?» demanda Durand en feuilletant son dossier. « À 4 ans, en septembre, je crois. Les sœurs m'ont toujours dit septembre. Septembre 2007, précisa Durand. Catherine Delaunay a été enlevée le 3 septembre 2007. Elle avait 4 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Catherine a été enlevée de notre propriété vers 16 heures, reprit Maxime d'une voix mécanique, comme s'il récitait un cauchemar qu'il connaissait par cœur. Nous avions organisé une fête d'anniversaire pour elle. Il y avait une 20aine d'enfants. À un moment, elle a disparu. Nous avons d'abord cru qu'elle jouait à cache-cache. Puis nous avons paniqué. Puis nous avons appelé la police. Il ferma les yeux, respirant profondément. Ils ont fouillé partout, pendant des semaines, puis des mois. Aucune trace, aucune demande de rançon. Rien, comme si elle s'était volatilisée. Jusqu'à aujourd'hui, ajouta Durand. Nous n'avons jamais su ce qui s'était réellement passé. Mais grâce aux informations que vous venez de nous donner, mademoiselle, j'ai pu lancer quelques recherches rapides pendant que monsieur Delaunay vous installait ici. Il sortit une nouvelle série de documents. L'orphelinat Sainte-Clotilde a effectivement accueilli une fillette de 4 ans en septembre 2007, enregistrée sous le nom d'Hélène Garnier. Pas de parents identifiés, pas de recherches officielles lancées. Les papiers ont été déposés par une certaine Madeleine Chevalier. Maxime blêmit instantanément. Madeleine, notre gouvernante. Elle-même, confirma Durand gravement. J'ai fait quelques vérifications croisées. Madeleine Chevalier a quitté votre emploi brutalement 3 jours après la disparition de Catherine. Elle a disparu sans donner de nouvelles. La police l'a interrogée à l'époque, mais elle avait un alibi. Elle était censée être chez sa sœur à Toulouse. Censée être. Elle n'y était pas, révéla Durand. Sa sœur a menti pour la couvrir. Je viens de la voir au téléphone. Après toutes ces années, elle a craqué. Madeleine lui avait fait jurer de mentir à la police, en disant que c'était une question de vie ou de mort. Hélène écoutait, la tête qui tournait. Rien de tout cela n'avait de sens. Rien. Pourquoi ? Souffla Maxime. Pourquoi Madeleine aurait fait ça ? Elle adorait Catherine. Elle s'occupait d'elle depuis sa naissance. Durand feuilleta encore son dossier,
sortit une coupure de journal jauni, 3 jours après la disparition de Catherine, le fils de Madeleine. François Chevalier a été retrouvé mort dans une ruelle de Marseille. Assassiné. Une exécution, selon les rapports de police. Il était connu des services pour trafic de drogue et devait de grosses sommes d'argent à des gens dangereux. La pièce sembla se rétrécir autour d'Hélène. Madeleine était désespérée, continua Durand. Son fils allait être tué si elle ne trouvait pas l'argent. Elle a probablement pensé enlever Catherine, demander une rançon. Vous étiez riche, monsieur Delaunay, très riche. Assez pour sauver son fils, mais elle n'a jamais demandé de rançon, murmura Maxime, les yeux hagards. Parce que François a été tué avant qu'elle n'en ait le temps. Une fois son fils mort, Madeleine a paniqué. Elle ne pouvait plus rendre Catherine sans se faire arrêter. Alors elle a fait la seule chose qui lui semblait possible. Elle a abandonné l'enfant dans un orphelinat sous un faux nom, et elle a fui. Où est-elle maintenant ? Demanda Maxime d'une voix dangereusement calme. Où est cette femme qui m'a volé ma fille ? Morte, répondit Durand simplement. Accident de voiture 6 mois après les faits. À Toulouse, elle a percuté un arbre à pleine vitesse sur une route déserte. Pas d'autres véhicules impliqués. Le rapport de police a conclu à un accident, mais c'était un suicide, compléta l'avocat Lacroix. Elle n'a pas supporté la culpabilité. Hélène avait l'impression que le sol se dérobait sous elle. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie s'effondrait pièce par pièce. Il nous faut une certitude, déclara Maxime en se tournant vers elle. Un test ADN. Acceptez-vous de le faire ? Hélène le regarda. Perdue, que pouvait-elle répondre ? Et si c'est vrai, murmura-t-elle. Si je suis vraiment, alors vous rentrez à la maison, dit simplement Maxime, et sa voix se brisa légèrement. Vous rentrez enfin à la maison, Catherine. Ce prénom, prononcé avec tant d'amour, tant d'espoir désespéré, Hélène hocha la tête, incapable de parler. On préleva un échantillon de salive. Maxime donna le sien. Les tubes furent confiés à un coursier qui les emporterait au laboratoire le plus rapide de Nice. Les résultats seront là dans 48 heures, annonça Durand. 48 heures pour découvrir si Hélène Garnier existait vraiment ou si elle n'avait été qu'un fantôme pendant 18 ans. Les 48 heures les plus longues de leur vie s'étirèrent comme des semaines. Maxime avait insisté pour qu'Hélène reste à l'hôtel, dans une chambre du 8e étage. Pas une suite présidentielle, mais un confort qu'elle n'avait jamais connu. Un lit king size avec des draps qui sentaient la lavande, une salle de bain en marbre blanc, une vue sur la Méditerranée. Elle n'avait pas dormi, pas vraiment. Elle restait allongée sur le canapé, incapable de toucher ce lit trop grand, trop luxueux, trop étranger. Nadia, sa colocataire, avait appelé 3 fois. Hélène n'avait pas répondu. Que lui dire ? Je suis peut-être la fille disparue d'un milliardaire. C'était grotesque, impossible. Le matin du 3e jour, on frappa à sa porte à 7 heures précises. Maxime se tenait dans le couloir, le teint gris, les traits tirés. Il n'avait visiblement pas dormi non plus. Dans sa main, une enveloppe Kraft. « Les résultats sont arrivés », dit-il d'une voix blanche. Hélène se leva du canapé où elle s'était finalement assoupie vers 5 heures du matin. Elle portait encore ses vêtements de la veille. Un jean délavé et un pull trop large. Elle n'avait rien apporté d'autre. « Vous voulez les lire seuls d'abord ?» demanda Maxime. « Ou ensemble ?» murmura-t-elle. « Je ne peux pas le faire seul. » Ils s'assirent côte à côte sur le canapé. Maxime ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Plusieurs feuilles en sortirent, couvertes de graphiques, de tableaux, de termes scientifiques incompréhensibles. Mais tout en bas de la première page, une phrase simple, nette, définitive. Probabilité de paternité, 98,97%. Le silence qui suivit fut total. Même les bruits de la rue, en contrebas, semblaient un s'être tus. « Mon Dieu !» souffla Maxime. « Mon Dieu, c'est vrai, c'est vraiment toi. Tu es... » Il ne put finir sa phrase. Un sanglot violent lui échappa. Puis un autre. Il porta ses mains à son visage et pleura comme Hélène ne l'aurait jamais cru possible pour un homme comme lui. Des pleurs déchirants, libérateurs. 18 ans de douleur qui explosaient d'un coup. Hélène, elle, ne pleurait pas. Elle ne ressentait rien. C'était comme si son cerveau avait disjoncté, incapable d'intégrer cette information monumentale. Elle regardait les chiffres sur la feuille, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre.
97%. Elle était Catherine Delaunay. Hélène Garnier n'avait jamais existé. 18 ans de vie, de souvenirs, d'identité. Tout n'était qu'un mensonge construit sur un crime. Catherine, murmura Maxime en tendant une main vers elle. Ma Catherine. Elle se leva brusquement, reculant comme s'il l'avait brûlée. Non, non, ne m'appelez pas comme ça. Mais c'est ton nom, ton vrai nom. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, cria-t-elle soudain, surprenant elle-même par la violence de sa voix. Je ne suis pas Catherine. Catherine est une petite fille de 4 ans qui a disparu il y a 18 ans. Moi, je suis Hélène. J'ai grandi à l'orphelinat. J'ai dormi dans des dortoirs qui sentaient l'humidité. J'ai mangé dans des assiettes en plastique. J'ai été invisible toute ma vie. C'est ça, ma réalité. Pas vos jardins de jasmin et vos robes à fleurs. Maxime accusa le coup, pâlissant encore davantage. Je sais que c'est difficile à accepter. Je sais que vous ne savez rien. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'apprendre que toute votre vie est une fiction, que votre nom n'est pas le vôtre, que votre anniversaire est probablement faux, que chaque souvenir que vous avez est construit sur du mensonge. Elle tremblait de tout son corps maintenant, des larmes de rage et de terreur coulant enfin sur ses joues. Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Hélène est morte, mais Catherine est morte aussi. Il y a 18 ans. Alors qui reste-t-il? Maxime se leva lentement, prudemment, comme on approche un animal blessé. Il reste ma fille, dit-il doucement. Il reste la petite fille qui aimait les histoires avant de dormir, qui avait peur des orages, qui voulait devenir danseuse étoile. Il reste celle qui riait aux éclats quand je la chatouillais, qui appelait sa mère Maman Lune, parce qu'elle disait qu'elle brillait la nuit. Il reste... Arrêtez, cria Hélène en se bouchant les oreilles. Arrêtez de me raconter la vie de quelqu'un que je ne connais pas. Elle s'effondra sur le sol, recroquevillée, sanglotant sans retenue. Maxime s'agenouilla près d'elle, n'osant pas la toucher, les bras tendus mais suspendus dans le vide. « Je suis désolé, murmura-t-il, la voix brisée. Je suis tellement désolé. Pour tout. Pour ne pas t'avoir protégée. Pour ne pas t'avoir retrouvée plus tôt. Pour ne pas avoir reconnu ma propre fille quand elle nettoyait les couloirs de mon hôtel pendant 8 mois. » Ces derniers mots semblèrent le détruire de l'intérieur. « Comment je n'ai pas su? Comment je n'ai pas vu? J'ai croisé ton regard des dizaines de fois. Les yeux de ta mère, les yeux d'Isaline. Et je ne t'ai jamais vraiment regardé. Parce que tu étais juste la femme de ménage. Invisible. Inexistante. » Il laissa échapper un rire amer et terrible. « Je ne mérite pas d'être ton père. Je l'ai perdu, ce droit, le jour où je ne t'ai pas reconnu. » Ils restèrent ainsi un long moment, brisés tous les deux, chacun dans son propre abîme de douleur. Une semaine passa. Puis 2, Maxime avait insisté pour qu'Hélène... Il essayait de l'appeler Catherine, mais se reprenait toujours quand il voyait son regard se durcir. Emménage dans la propriété familiale, la Bastide Delaunay, une demeure du XVIIIe siècle, nichée dans les collines au-dessus de Nice. Entourée de pins parasols et d'oliviers centenaires, Hélène accepta, faute de meilleure option, retourner dans son studio miteux, après avoir découvert qu'elle était héritière d'une fortune colossale, aurait été absurde. Mais être ici était encore pire. Tout était trop grand, trop beau, trop étouffant. Sa chambre, ta chambre, disait Maxime, celle qu'elle avait occupée enfant, était plus vaste que l'appartement entier qu'elle partageait avec Nadia, des murs crème ornés de moulures dorées, un lit à baldaquin digne d'une princesse, une armoire remplie de vêtements neufs que Maxime avait fait acheter par un assistant. Elle portait encore ses vieux jeans, ses baskets trouées, son pull informe, les vêtements neufs, elle les avait laissés sur leur cintre, étiquettes encore attachées. Les toucher lui donnaient l'impression d'être une usurpatrice. Le pire, c'étaient les portraits. Isaline était partout dans cette maison, des photographies encadrées sur chaque meuble, des peintures aux murs, une femme magnifique aux longs cheveux bruns, aux yeux immenses et doux, les mêmes yeux qu'Hélène voyait dans le miroir, maintenant qu'elle osait enfin se regarder vraiment. « Ta mère », disait Maxime avec une tendresse infinie à chaque fois qu'il passait devant un portrait. Mais Hélène ne ressentait rien. Cette belle femme n'était qu'une étrangère. Elle avait beau chercher un souvenir, une émotion, il n'y avait que du vide. Sophie, elle, était différente. La petite fille aux yeux bleus semblait avoir décidé qu'Hélène était désormais sa grande sœur. Point final, elle la suivait partout,
lui montrait des albums photos, essayait de lui enseigner de nouveaux signes. Contrairement à Maxime qui marchait sur des œufs autour d'Hélène, Sophie était directe, joyeuse, têtue, un après-midi, alors qu'Hélène était assise dans le jardin, ce jardin de jasmin qui lui donnait la nausée tant l'odeur lui rappelait des choses qu'elle ne comprenait pas. Sophie vint s'asseoir à côté d'elle, la petite fille des signes rapides. Hélène avait commencé à comprendre les bases, poussée par une étrange facilité qui la troublait. « Pourquoi tu es triste ?» Hélène hésita, puis répondit maladroitement avec ses mains. « Je ne sais pas qui je suis. » Sophie fronça les sourcils, réfléchissant intensément, puis ses mains bougèrent à nouveau. « Tu es ma sœur, ça suffit. » Une simplicité désarmante. Pour Sophie, tout était évident. Hélène était revenue, donc elles étaient sœurs, donc elles seraient heureuses. Les enfants avaient cette capacité à accepter l'impossible sans se poser trop de questions. Mais Hélène n'était plus une enfant. Maxime sombra dans une spirale autodestructrice. Hélène le voyait rentrer tard le soir, titubant légèrement, sentant le whisky. Il ne mangeait presque plus. Il passait des heures enfermé dans son bureau, ressortant les yeux rouges. Un soir, elle le surprit dans le salon, assis dans le noir, une bouteille à moitié vide posée sur la table basse. Il fixait une photographie encadrée. Lui, Isaline et la petite Catherine, probablement quelques mois avant l'enlèvement, une famille heureuse, intacte. Je l'ai détruite, murmura-t-il sans lever les yeux. Isaline, je l'ai détruite avec mes reproches constants. Après ta disparition, je lui en voulais. Je l'accusais de ne pas avoir été assez vigilante, de t'avoir laissée seule. Je savais que c'était injuste, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais besoin d'un coupable. Il but une longue gorgée directement à la bouteille. Elle s'est éteinte petit à petit sous mes yeux, et je n'ai rien fait. J'étais trop occupée à me noyer dans mon propre chagrin pour voir qu'elle se noyait aussi. Quand elle est morte, j'ai réalisé que j'avais perdu 2 fois, ma fille et ma femme, et que j'étais seule responsable des 2 pertes. Hélène s'assit prudemment sur le canapé en face de lui. « Vous ne pouviez pas savoir que j'étais vivante ?»« Non, mais je pouvais aimer Isaline malgré tout. Je pouvais la soutenir au lieu de la détruire. Et maintenant, tu es là, miraculeusement revenue. Et tout ce que je peux penser, c'est qu'elle n'est pas là pour te voir, qu'elle est morte en croyant que tu étais morte aussi, et que c'est ma faute. » Il leva enfin les yeux vers elle, et Hélène fut choquée par la douleur absolue qu'elle y lut. « Comment pourrais-tu me pardonner? Comment pourrais-tu m'appeler papa un jour, alors que je suis le pire père qui ait jamais existé ?» Hélène ne sut pas quoi répondre, parce qu'une partie d'elle, une petite partie sombre qu'elle avait honte d'admettre, était d'accord avec lui. 3 semaines s'écoulèrent dans une tension suffocante. Hélène restait cloîtrée dans sa chambre la plupart du temps, refusant de descendre pour les repas, repoussant les tentatives maladroites de Maxime pour établir un contact. Elle avait accepté de voir une thérapeute, la docteure Favre, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, mais restait mutique pendant les séances. Fixant le mur pendant 1 heure avant de repartir sans avoir prononcé un mot, Maxime, de son côté, s'enfonçait davantage dans l'alcool. Les bouteilles de whisky se vidaient à une vitesse alarmante. Il ne se rasait plus régulièrement. Ses costumes restaient froissés. L'empire de Launay continuait de tourner grâce à ses directeurs, mais tout le monde savait que le patron était en train de s'effondrer. Au milieu de ce naufrage familial, Sophie observait, impuissante, la petite fille de 10 ans, voyait son père se détruire, et sa sœur retrouvée se transformer en fantôme. Elle essayait bien de parler à Maxime en langue des signes, de lui préparer des dessins, mais il la regardait à peine, perdue dans son propre abîme de culpabilité. C'est la gouvernante actuelle, Madame Perrault, qui sonna l'alarme un matin, en trouvant Sophie recroquevillée dans les toilettes du rez-de-chaussée, pleurant en silence. « Ma petite, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en s'agenouillant près d'elle. Sophie fit des signes frénétiques, que Madame Perrault ne comprit que partiellement, mais elle saisit l'essentiel. Sophie se sentait abandonnée. Son père ne la voyait plus. Sa nouvelle sœur ne l'aimait pas. Tout le monde était malheureux, et elle ne savait pas comment les aider. Madame Perrault la serra contre elle, puis prit une décision. Elle frappa à la porte de la chambre d'Hélène. Ignorant le « laissez-moi tranquille » étouffé qui venait de l'intérieur. « Mademoiselle Catherine », dit-elle fermement en entrant. « Sophie a besoin de vous. » Hélène était allongée sur son lit, fixant le plafond comme elle le faisait depuis des heures. « Je ne suis pas Catherine.
murmura-t-elle mécaniquement. Peu importe comment vous vous appelez, cet enfant a perdu sa mère à 6 mois, son père est en train de se noyer dans le whisky, et maintenant, elle croit qu'elle va perdre sa sœur aussi. Alors relevez-vous et soyez présente pour elle. Parce que cette petite fille n'a rien fait pour mériter tout ça. Les mots tombèrent comme des gifles. Hélène tourna enfin la tête vers la gouvernante. « Je ne sais pas comment être une sœur. Personne ne le sait avant de l'être, » répondit simplement Madame Perrault. « On apprend en faisant. » Elle sortit, laissant la porte entr'ouverte. Hélène resta immobile encore quelques minutes, puis, pour la première fois depuis son arrivée, elle se leva de son propre chef. Elle descendit l'escalier, pieds nus sur le marbre froid. Sophie était assise sur le canapé du salon, serrant contre elle une peluche usée, un lapin borgne qui avait visiblement connu des jours meilleurs. Quand elle vit Hélène, ses yeux s'agrandirent, mélange de surprise et d'espoir prudent. Hélène s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. Elles restèrent ainsi un long moment, sans bouger, sans communiquer. Puis, Sophie tendit timidement le lapin vers Hélène, comme une offrande de paix. Hélène le prit doucement. La peluche était douce, râpée par endroits, manifestement très aimée. « Il s'appelle Monsieur Hop », signa Sophie. « Maman me l'a donné, enfin, c'est papa qui me l'a donné, mais il dit que c'est maman qui l'avait choisi pour moi avant de partir. » Hélène caressa machinalement les oreilles du lapin, et quelque chose de bizarre se produisit. Ses doigts reconnurent la texture du tissu, comme s'il l'avait déjà touché auparavant. Comme si... « J'avais un lapin aussi, » murmura-t-elle soudain, blanc, avec un ruban bleu autour du cou. Sophie hocha vigoureusement la tête, ses mains s'animant. « Monsieur Nuage, il est dans ton armoire. Papa l'a gardé tout ce temps. » Hélène sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Elle se leva, monta à l'étage, Sophie sur ses talons, dans l'armoire de sa chambre, derrière les vêtements neufs qu'elle n'avait jamais portés. Il y avait effectivement une étagère avec des jouets d'enfants soigneusement préservés. Et là, au centre, un lapin en peluche blanc avec un ruban bleu délavé. Hélène le prit. Et cette fois, ce n'était pas juste un vague sentiment de familiarité. C'était un souvenir, flou, fragmenté, mais réel. Elle se revit, petite, serrant ce lapin contre elle pendant un orage. Une voix douce qui chantait, des bras qui la berçaient, la peur qui s'en allait. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Sophie grimpa sur le lit à côté d'elle et se blottit contre son épaule. Elles restèrent ainsi longtemps. Hélène serrant Monsieur Nuage, Sophie serrant Monsieur Hop. À partir de ce jour, quelque chose changea imperceptiblement. Sophie avait décidé qu'Hélène était sa mission. Chaque matin, elle frappait à sa porte avec une détermination joyeuse. Elle l'entraînait dans le jardin pour lui montrer les cachettes secrètes qu'elle avait trouvées. Elle lui apprenait de nouveaux signes, patiemment, sans jamais se frustrer quand Hélène se trompait. Elle lui montrait aussi les albums photos, des centaines de photos de la petite Catherine. Et lentement, très lentement, Hélène commença à reconnaître des éléments. Cette balançoire dans le jardin. Elle se souvenait d'avoir eu peur d'aller trop haut, ce toboggan. Elle se souvenait d'être tombée et de s'être écorché le genou. Les souvenirs revenaient par bribes, comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient une à une. Un après-midi, Sophie trouva une vieille boîte à musique dans le grenier. Quand elle l'ouvrit, une mélodie douce et cristalline s'en échappa. Hélène se figea instantanément. Elle connaissait cette chanson. Elle la connaissait par cœur, sans réfléchir. Elle se mit à fredonner en même temps que la boîte à musique. Les paroles lui revinrent naturellement, en français, mais aussi en langue des signes. Ses mains bougèrent d'elles-mêmes, formant les signes qui accompagnaient la berceuse. Sophie la regardait, les yeux écarquillés, puis elle fit des signes précipités. C'est maman qui chantait ça. Papa me l'a dit. C'était ta chanson. Ma chanson, celle qu'Isaline chantait pour endormir Catherine, et qu'Hélène connaissait sans même savoir qu'elle la connaissait. Elle éclata en sanglots. Pas des pleurs de tristesse cette fois, mais de soulagement mêlé de douleur. Elle n'était pas complètement vide. Catherine était encore là, quelque part, enfouie sous 18 ans de survie sous un faux nom. Sophie serra Hélène dans ses bras avec toute la force de ses 10 ans. Un soir, Sophie eut une idée. Elle prit Hélène par la main et l'entraîna dans la salle de bain attenante à sa chambre. Elle sortit une brosse à cheveux et fit signe à Hélène de s'asseoir. « Coiffe-moi, fais-moi des tresses. » Hélène hésita.
Elle ne savait pas faire de tresse. Enfin, elle ne croyait pas savoir. Mais quand ses doigts touchèrent les cheveux doux de Sophie, ils se mirent à bouger avec une assurance qui la surprit elle-même. Ils séparèrent les mèches, les entrelaçaient, formaient 2 tresses parfaites, sans qu'elle ait besoin de réfléchir. Ses mains se souvenaient. Sophie, en voyant le résultat dans le miroir, sourit jusqu'aux oreilles. Elle fit des signes enthousiastes. C'est exactement comme dans les photos. Maman te coiffait comme ça quand tu étais petite. Hélène regarda ses propres mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Ses mains qui savaient faire des tresses, qui connaissaient la langue des signes, qui avaient reconnu Monsieur Nuage, ses mains qui avaient une mémoire plus profonde que son esprit. Maxime observait ce rapprochement entre ces 2 filles avec un mélange de soulagement et de douleur accrue. Il était heureux qu'Hélène sorte enfin de sa coquille, mais cela soulignait cruellement son propre échec. Sophie, avec sa simplicité d'enfant, réussissait là où lui, le père, échouait lamentablement. Un soir, alors qu'il revenait d'une énième journée catastrophique au bureau, il avait oublié 2 réunions importantes et insulté un partenaire commercial. Il trouva Sophie et Hélène endormies sur le canapé du salon, un album photo ouvert entre elles. Il s'approcha silencieusement, s'agenouilla devant elle. Sophie ronflait doucement, la tête sur l'épaule d'Hélène. Hélène, elle, avait le visage apaisé pour la première fois depuis des semaines. Maxime tendit une main tremblante vers le visage de sa fille aînée, mais s'arrêta à quelques centimètres, n'osant pas la toucher. Il avait peur qu'elle se réveille, qu'elle le regarde avec cette distance froide qui lui déchirait le cœur à chaque fois. « Je suis désolé », murmura-t-il si doucement que c'était à peine audible. « Je suis tellement désolé de ne pas être le père dont tu as besoin. » Il se releva, prit une couverture dans le placard et les couvrit délicatement toutes les 2. Puis, il monta dans sa chambre et, pour la première fois depuis des semaines, ne toucha pas à la bouteille de whisky sur sa table de nuit. C'était un début, minuscule, fragile, mais un début quand même. Au rez-de-chaussée, Hélène ouvrit les yeux. Elle n'avait pas dormi, elle avait tout entendu, et pour la première fois, elle ne ressentit pas de la colère envers cet homme brisé. Elle ressentit quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la compassion. La docteure Favre avait un cabinet dans le quartier de Cimier, une belle maison bourgeoise du 19e siècle reconvertie en espace thérapeutique. Hélène s'y rendait désormais 2 fois par semaine, et contrairement aux premières séances où elle restait mutique, elle commençait enfin à parler. « Les souvenirs reviennent par fragments », expliquait-elle ce mardi matin pluvieux. « C'est comme des flashs, une odeur qui déclenche une image, une texture qui réveille une sensation, mais c'est chaotique. » Désordonnée, la docteure Favre, installée dans son fauteuil en cuir beige, prenait des notes d'une écriture fine. « C'est normal. Vous étiez très jeune quand le traumatisme s'est produit. Le cerveau a compartimenté ses souvenirs pour vous protéger. Maintenant qu'il sait que vous êtes en sécurité, il commence à les libérer progressivement. Mais comment je peux faire confiance à ces souvenirs? Comment savoir s'ils sont réels ou si mon cerveau les invente parce qu'on m'a montré des photos? C'est une excellente question. » Acquiesça la thérapeute. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais être sûr à 100%, mais il y a des marqueurs. Les vrais souvenirs ont une qualité sensorielle très spécifique. Ils viennent avec des odeurs, des textures, des émotions viscérales, pas juste des images. Hélène hocha lentement la tête. Hier, Sophie a renversé du jus d'orange sur la table. L'odeur, j'ai eu un souvenir si net que j'ai cru m'évanouir. J'étais petite, dans une cuisine inondée de soleil. Quelqu'un, maman je crois, me donnait des quartiers d'orange. Elle riait parce que je m'en mettais partout sur le visage, et je me suis souvenue de son rire, pas juste du son, mais de la sensation de ce rire dans ma poitrine, de la chaleur qu'il provoquait. C'est magnifique, dit doucement la docteure Favre. Et comment vous sentez-vous quand ces souvenirs reviennent? Hélène réfléchit un long moment, triste, heureuse, en colère, tout en même temps. Triste parce que j'ai perdu ça, heureuse parce que ça a vraiment existé, en colère parce qu'on me l'a volé, et envers qui est dirigée cette colère? Madeleine, évidemment, mais aussi envers mon père. Je sais que c'est injuste, je sais qu'il n'y est pour rien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser. Pourquoi il ne m'a pas trouvée? J'étais là, à Nice, dans un orphelinat minable à 20 minutes de sa villa luxueuse, pendant 14 ans. Comment il ne m'a pas trouvée?
La voix d'Hélène se brisa légèrement. Et puis, je me souviens que j'ai travaillé dans son hôtel pendant 8 mois, qu'on s'est croisés, qu'il m'a regardée et qu'il n'a rien vu, parce que j'étais invisible, juste une femme de ménage. Vous lui en voulez d'être restée aveuglée par les barrières sociales. Je lui en veux d'avoir eu les moyens de me retrouver et de ne pas l'avoir fait. Je lui en veux d'avoir été riche et puissant pendant que je dormais dans un dortoir glacé. Je lui en veux d'avoir eu une vie pendant que la mienne n'existait pas. Les larmes coulaient, maintenant, librement. Et le pire, c'est que je sais que tout ça est irrationnel. Il a cherché, il a souffert, il s'est détruit, mais ça ne change rien à ma colère. Ça ne change rien au fait que j'ai été seule pendant 18 ans, alors que j'avais une famille. La docteure lui tendit une boîte de mouchoirs. Cette colère est légitime. Elle fait partie du processus de deuil. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en deuil de l'enfance qu'on vous a volée. Vous avez le droit d'être en colère. Mais à un moment, il faudra décider si vous voulez porter cette colère toute votre vie, ou si vous voulez construire quelque chose avec ce qui reste. L'après-midi même, de retour à la Bastide, Hélène trouva Maxime dans le jardin. Il était assis sur le banc en fer forgé près du massif de jasmin, un album photo sur les genoux, qu'il ne regardait même pas. Il fixait simplement le vide, l'air épuisé. Hélène hésita, puis s'approcha. Il sursauta légèrement en la voyant, comme s'il avait oublié qu'elle existait. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, c'est ton jardin, ta maison. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le chant des cigales malgré la saison fraîche. « La thérapeute m'a demandé aujourd'hui si j'avais des souvenirs de toi, » finit par dire Hélène. « De toi, en tant que père. Avant l'enlèvement. » Maxime tourna lentement la tête vers elle. N'osant espérer, « Et, en as-tu ?»« Je ne sais pas. Il y a des images. Un homme qui me lance en l'air et me rattrape. Je riais tellement que j'en avais mal au ventre. C'était toi. » La pomme d'Adam de Maxime tressaillit violemment. « Oui, ton jeu préféré. Tu exigeais que je le fasse, encore, jusqu'à ce que j'aie les bras morts. Ta mère me suppliait d'arrêter parce qu'elle avait peur que tu vomisses ton goûter. » Un fantôme de sourire passa sur ses lèvres. « Une fois, tu as effectivement vomi. Sur mon costume Armani tout neuf, je devais partir pour une réunion importante. Isaline a paniqué, mais je me suis mis à rire. Je t'ai emmené dans la douche avec moi, tout habillée, et on a joué sous l'eau pendant une demi-heure. J'ai raté ma réunion. Je m'en fichais. » Hélène sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Pas un souvenir précis, mais une sensation, une impression de sécurité absolue, d'être aimée sans condition. « Parle-moi d'elle, » demanda-t-elle doucement. « De maman. Pas les photos, pas les faits, qui elle était vraiment. » Maxime ferma les yeux, comme s'il puisait dans un réservoir de souvenirs douloureux mais précieux. Isaline était lumineuse, c'est le seul mot qui lui rende justice. Elle entrait dans une pièce et tout devenait plus léger, plus beau. Elle riait pour un rien. Elle chantait tout le temps, en faisant la cuisine, en jardinant, en conduisant. Elle chantait faux, d'ailleurs, horriblement faux. Mais elle s'en fichait. Il ouvrit les yeux, regardant les jasmins. Elle adorait ces fleurs. Elle disait qu'elle sentait comme l'espoir. Quand on a emménagé ici, elle a planté tous ces massifs elle-même, à genoux dans la terre, les mains nues. Elle refusait les gants de jardinage. Elle disait qu'il fallait toucher la terre pour comprendre la vie. Sa voix se fit plus rauque. Après ta disparition, elle venait ici tous les jours. Elle s'asseyait exactement où nous sommes, et elle te parlait, comme si tu étais là. Elle te racontait sa journée, les nouvelles, ce qu'elle avait cuisiné. Les employés pensaient qu'elle devenait folle. Mais moi, je savais. Elle refusait de te laisser partir. « Comment elle est morte ?» demanda Hélène, même si elle connaissait déjà la réponse officielle. Maxime resta silencieux longtemps, trop longtemps. Elle s'est éteinte progressivement, d'abord l'insomnie, puis la perte d'appétit, puis les crises d'angoisse qui la clouaient au lit des jours entiers. Les médecins parlaient de dépression sévère, prescrivaient des médicaments qu'elle ne prenait pas. Son cœur commençait à flancher. Le stress, disait-il. Mais je savais que c'était autre chose. Il se tourna enfin vers Hélène, et elle fut choquée par la douleur brute dans ses yeux. Elle mourait de chagrin, littéralement. Son corps refusait simplement de continuer sans toi. Et moi, j'étais tellement perdue dans ma propre douleur que je ne voyais pas qu'elle glissait.
Quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. Elle est morte dans son sommeil un matin de mars. Insuffisance cardiaque, a dit le médecin. Cœur brisé, dis-je moi. Il prit une grande inspiration tremblante. Tu veux savoir le pire? Ces derniers mots, la veille de sa mort, elle avait un peu émergé de son brouillard habituel. Elle m'a regardée et elle a dit « Tu la retrouveras un jour, je le sens. Promets-moi que tu ne t'arrêteras jamais de la chercher. » J'ai promis. Elle est morte quelques heures plus tard. Des larmes coulaient sur ses joues maintenant, qu'il n'essuyait même pas. J'ai tenu ma promesse. J'ai cherché pendant 8 ans après sa mort. Tous les détectives privés d'Europe, toutes les pistes, même les plus folles. Rien. Et finalement, j'ai abandonné. Je me suis dit que tu étais morte, que c'était fini, qu'il fallait que je me concentre sur Sophie. J'ai abandonné ma promesse à Isaline. Sa voix se brisa complètement. Et 6 mois après avoir abandonné, tu étais là. Dans mon hôtel, sous mon nez, pendant 8 mois entiers, si j'avais tenu ma promesse, si j'avais continué à chercher, je t'aurais peut-être trouvé avant. Isaline serait peut-être encore en vie aujourd'hui si elle avait su que tu existais quelque part. Hélène sentit quelque chose craquer en elle. Toute la colère, tout le ressentiment qu'elle portait contre cet homme. Tout s'effondra d'un coup face à cette culpabilité monstrueuse qu'il traînait. Sans réfléchir, elle prit sa main dans la sienne. C'était la première fois qu'ils se touchaient involontairement, hors du moment de panique initiale. Maxime regarda leurs mains jointes comme s'il voyait un miracle. « Ce n'est pas ta faute », dit Hélène, et elle le pensait vraiment pour la première fois. « Rien de tout ça n'est ta faute. Ni l'enlèvement, ni la mort de maman, ni le fait que tu ne m'aies pas reconnu. Tu n'es pas Dieu. Tu es juste un homme qui a subi une tragédie. Mais je suis ton père. J'aurais dû. Tu as fait ce que tu pouvais. Et maintenant, je suis là. Je suis en vie. Et peut-être qu'au lieu de pleurer le passé, on devrait essayer de construire quelque chose avec le présent. » Maxime la regarda intensément, cherchant dans ses yeux un signe qu'elle le pensait vraiment. « Tu pourrais me pardonner un jour. » Hélène réfléchit honnêtement. « Je ne sais pas. Peut-être. Probablement. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis encore trop en colère contre le monde entier. Mais je veux essayer. Pour Sophie. Pour moi. Et pour toi aussi. » Elle serra sa main un peu plus fort. « Papa. » Le mot sortit doucement, presque timidement. Ce n'était pas naturel encore, mais c'était un début. Maxime éclata en sanglots, couvrant son visage de sa main libre, serrant celle d'Hélène de l'autre, comme si elle était la seule chose l'empêchant de se noyer. Et Hélène resta là, tenant la main de cet étranger qui était son père, pleurant silencieusement elle aussi pour l'enfance volée, pour la mère morte, pour les 18 années perdues qu'il ne rattraperait jamais, mais aussi, peut-être, pour les années à venir qu'ils pourraient enfin vivre ensemble. 8 mois s'étaient écoulés depuis le jour où tout avait basculé dans les couloirs de l'hôtel Émeraude. 8 mois de reconstruction lente, douloureuse, mais réelle. La Bastide de Launay avait retrouvé une forme de vie. Les rires de Sophie résonnaient à nouveau dans les couloirs. Maxime avait arrêté de boire, recommencé à s'occuper réellement de ses affaires, à être présent pour ses filles, et Hélène, ou Catherine, elle commençait enfin à accepter les 2 prénoms comme faisant partie d'elle, sortait de plus en plus de sa coquille. Elle avait même accepté de dîner en famille tous les soirs. Ils mangeaient ensemble dans la grande salle à manger, Sophie racontant sa journée en signes enthousiastes, Maxime traduisant pour Catherine qui progressait, mais ne maîtrisait pas encore parfaitement la langue des signes. Catherine parlant de ses séances de thérapie, de ses promenades en ville, des petites choses du quotidien qui tissaient lentement une normalité. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments tendus, des silences lourds, des non-dits qui pesaient. Catherine faisait encore des cauchemars où elle se retrouvait perdue dans l'orphelinat, cherchant désespérément une sortie qui n'existait pas. Maxime avait encore des moments où la culpabilité le paralysait, mais globalement, ils avançaient, et puis, un mardi après-midi de novembre, tout s'effondra à nouveau. Catherine était dans le bureau de Maxime, une pièce qu'il avait fini par lui ouvrir, symbole de confiance retrouvée. Elle classait les derniers documents administratifs liés à sa nouvelle identité officielle. Catherine Hélène Garnier de Launay, elle avait insisté pour garder tous les noms, refuser Garnier, aurait été comme effacer 18 ans de sa vie, et elle ne le pouvait pas, ne le voulait pas. Dans un carton étiqueté « Orphelinat Sainte-Clotilde, archives personnelles »,
Elle trouva une enveloppe jaunie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une enveloppe cachetée, jamais ouverte, adressée à la direction de l'orphelinat Sainte-Clotilde. L'écriture tremblante, le papier déchiré par endroits, le cachet de la poste. Toulouse, février 2008, 5 mois après l'enlèvement, 1 mois avant la mort de Madeleine Chevalier, le cœur de Catherine se mit à battre violemment. Elle savait qu'elle ne devrait pas ouvrir cette lettre seule, qu'elle devrait appeler Maxime, attendre, se préparer, mais ses doigts déchiraient déjà l'enveloppe. La lettre était manuscrite, l'écriture de plus en plus désordonnée au fil des pages, comme si la personne qui écrivait perdait progressivement le contrôle. À qui de droit? Je m'appelle Madeleine Chevalier. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez sous votre garde une petite fille que j'ai déposée chez vous il y a 5 mois sous le nom d'Hélène Garnier. Ce n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Catherine Delaunay. C'est la fille de Maxime Delaunay, l'homme le plus riche de Nice. Je l'ai enlevée. C'est moi. C'est moi le monstre que tout le monde cherche. Mon fils était en danger. Des hommes très mauvais voulèrent le tuer pour des dettes. J'étais désespérée. J'ai pensé que si je prenais Catherine, je pourrais demander une rançon, sauver François. Mais ils l'ont tué avant. Ils l'ont tué et tout mon plan n'a servi à rien. J'aurais dû rendre Catherine immédiatement. J'aurais dû appeler la police, avouer, accepter la prison. Mais j'ai paniqué. J'ai eu peur. J'ai pensé qu'il me tuerait en prison pour ce que j'avais fait. Alors j'ai abandonné cette pauvre enfant chez vous. Et j'ai fui comme une lâche. Mais voici le pire. Voici ce que je n'ai jamais osé dire à personne. 3 jours avant de déposer Catherine à l'orphelinat, j'ai appelé Isaline Delaunay, anonymement. Je lui ai dit « Votre fille est vivante. Elle est en sécurité à l'orphelinat Sainte-Clotilde sous le nom d'Hélène Garnier. Je ne peux pas en dire plus. » J'ai raccroché. Je pensais qu'elle viendrait la chercher immédiatement, que la famille serait réunie, que mon crime serait pardonné puisque Catherine serait retrouvée. Mais personne n'est venu. J'ai attendu. Des jours, des semaines. Personne. Pourquoi? Pourquoi Isaline Delaunay n'a-t-elle rien dit? Pourquoi n'a-t-elle pas récupéré sa fille? Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. J'écris cette lettre parce que je n'en peux plus. La culpabilité me dévore vivante. Chaque nuit, je vois le visage terrifié de cette petite fille. Chaque jour, je lis dans les journaux comment la famille Delaunay se détruit de chagrin. Et je sais qu'Isaline sait. Elle sait où est sa fille. Alors pourquoi ne la reprend-elle pas? Je meurs de cette question, littéralement. Si vous lisez cette lettre, c'est que je suis probablement morte. J'ai prévu de quitter cette vie bientôt. Je ne peux plus supporter ce que j'ai fait, s'il vous plaît. Faites ce qu'Isaline n'a pas fait. Rendez Catherine à son père. Dites-lui la vérité, toute la vérité, y compris qu'Isaline savait, Madeleine Chevalier. Catherine lut la lettre 1 fois, puis 2, puis 3. Ses mains tremblaient si fort que le papier s'agitait comme une feuille dans le vent. Non, 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 non. Ce n'était pas possible. Isaline savait. Sa mère savait où elle était et ne l'avait pas récupérée. Elle avait laissé sa fille de 4 ans dans un orphelinat minable, dormant dans des dortoirs glacés, mangeant dans des assiettes en plastique, grandissant sans amour, alors qu'elle savait où elle était. Pourquoi? Catherine sentit quelque chose exploser dans sa poitrine, une rage si violente qu'elle en eut le souffle coupé. Elle froissa la lettre dans son poing, la déchira, puis la ramassa, la relut encore, comme si les mots allaient changer. Mais non, ils restaient les mêmes, implacables, terribles. Isaline savait. La porte du bureau s'ouvrit, Maxime entra, souriant, tenant un plateau avec du thé. « J'ai pensé que tu voudrais ?» Il s'arrêta net en voyant le visage de Catherine, blanc comme un linge, les yeux immenses, fiévreux. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Catherine lui tendit la lettre froissée sans un mot. Maxime la lut. Catherine vit chaque émotion passer sur son visage. Confusion, incompréhension, puis choc, puis horreur, puis une rage glaciale qu'elle ne lui avait jamais vue. « Non, » murmura-t-il. « Non, ce n'est pas vrai. Isaline n'aurait jamais... » C'est écrit noir sur blanc, cria Catherine, explosant soudainement. Madeleine lui a dit où j'étais. Elle savait, pendant des mois, des années peut-être. Elle savait que j'étais à l'orphelinat et elle n'a rien fait. Il doit y avoir une explication, dit Maxime d'une voix étranglée. Elle ne t'aurait jamais abandonné volontairement.
C'est impossible. Elle t'aimait plus que tout. Alors pourquoi? Pourquoi elle ne m'a pas récupérée? Pourquoi elle ne t'a rien dit? Maxime secoua la tête, titubant légèrement, cherchant le dossier de son fauteuil pour ne pas tomber. Je ne sais pas, Mon Dieu, je ne sais pas. Tu la défends, rugit Catherine. Tu défends une femme qui m'a abandonnée consciemment. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il doit y avoir une raison. Isaline était malade après ta disparition. Elle, justement, elle était malade parce qu'elle savait, parce qu'elle portait ce secret. Elle est morte de culpabilité, pas de chagrin. Elle s'est tuée à petit feu parce qu'elle ne supportait pas ce qu'elle avait fait. Les mots tombaient comme des coups de couteau. Maxime se laissa tomber dans son fauteuil, la lettre pendant mollement de sa main. Il regardait le vide, le visage ravagé. Si c'est vrai, si elle savait vraiment, alors tout ce que j'ai cru pendant 18 ans est un mensonge. La femme que j'ai aimée, que j'ai pleurée, que j'ai idéalisée, n'était qu'un mensonge. Elle m'a trahi, dit Catherine, la voix brisée. Ma propre mère m'a abandonnée. Elle m'a laissé pourrir dans cet orphelinat alors qu'elle aurait pu me sauver d'un coup de fil. Elle se mit à pleurer, de grosses larmes de rage et de douleur. Pourquoi? Pourquoi elle ne m'aimait pas assez pour venir me chercher? Elle t'aimait, murmura Maxime machinalement. Je sais qu'elle t'aimait. Alors pourquoi elle ne m'a pas sauvée? Le silence qui suivit fut assourdissant, parce qu'aucun d'eux n'avait de réponse. Sophie entra dans le bureau à ce moment-là, attirée par les cris. Elle regarda son père effondré, sa sœur en larmes, et fit des signes inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne lui répondit. Catherine sortit en courant, claquant la porte si fort que le cadre trembla. On l'entendit monter l'escalier à toute vitesse, puis sa propre porte claquer. Maxime resta immobile, tenant cette lettre maudite qui venait de détruire en quelques lignes 8 mois de reconstruction fragile. Sophie grimpa sur ses genoux, le serra fort, mais il ne la sentit même pas. Il ne sentait plus rien sauf une douleur abyssale. Isaline, sa douce Isaline, celle qu'il avait sanctifiée, mise sur un piédestal, pleurée comme une sainte martyre. Elle avait su. Pendant combien de temps? Des semaines, des mois, des années, et elle n'avait rien dit. Elle avait laissé leur fille dans un orphelinat. Elle l'avait laissé chercher désespérément. Elle l'avait laissé se détruire de culpabilité. Pourquoi? La question résonna dans sa tête comme une cloche de cathédrale. Pourquoi, Isaline? Pourquoi tu as fait ça? Mais Isaline était morte depuis 10 ans, et les morts ne répondent jamais. La nuit tomba sur la Bastide de Launay comme un linceul. Catherine était enfermée dans sa chambre depuis des heures. Maxime avait frappé à sa porte plusieurs fois, suppliant qu'elle lui parle, qu'elle le laisse entrer. Rien. Silence absolu. À 23 heures, il abandonna, retourna dans son bureau, sortit la bouteille de whisky qu'il n'avait pas touchée depuis des mois. Il ne but pas encore. Il se contentait de fixer le liquide ambré en se demandant si l'oubli valait la chute. Sophie était couchée, mais ne dormait pas. Madame Perrault était restée exceptionnellement tard, inquiète, tournant en rond dans la cuisine sans savoir quoi faire. À 00h30, Madame Perrault frappa doucement à la porte du bureau. « Monsieur Delaunay, Mademoiselle Catherine n'est plus dans sa chambre. » Maxime leva brusquement la tête. « Quoi? J'ai entendu du bruit. Je suis monté vérifier. La porte était ouverte. La chambre est vide. La fenêtre aussi. » Le sang de Maxime se glaça instantanément. Il se précipita à l'étage. Madame Perrault sur ses talons. Effectivement, la chambre de Catherine était déserte. La fenêtre grande ouverte. Les rideaux volant dans le vent froid de novembre. Sur le lit, soigneusement posée, une enveloppe. Maxime la saisit avec des mains tremblantes et l'ouvrit. L'écriture de Catherine tremblait, désordonnée, mais reconnaissable. « Papa, je ne peux plus rester ici, pas maintenant, pas avec cette vérité qui me dévore. Toute ma vie, j'ai cru être Hélène, une orpheline sans passé, sans famille, sans valeur. Puis on m'a dit que j'étais Catherine, une princesse perdue, une fille aimée, attendue, pleurée, mais c'était encore un mensonge. La vérité, c'est qu'Isaline savait où j'étais et ne m'a pas récupérée. La vérité, c'est que ma propre mère m'a abandonnée consciemment. Alors qui suis-je vraiment? Ni Hélène ni Catherine, juste quelqu'un que personne n'a voulu assez fort. Je sais que tu vas dire que ce n'est pas vrai,
que tu m'aimes, que tu me veux. Mais comment puis-je te croire quand tu n'as même pas reconnu ta propre fille pendant 8 mois? Je ne peux plus être celle que tu veux que je sois. Je ne peux plus prétendre que cette famille a un sens. Je retourne au seul endroit où j'ai jamais vraiment existé. L'orphelinat. Au moins là-bas. Je savais qui j'étais. Personne. Mais au moins c'était clair. Prends soin de Sophie. Elle mérite un père meilleur que celui que j'ai eu. Catherine qui n'existe pas. Non, souffla Maxime. Non, non, non. Il froissa la lettre, la fourra dans sa poche, dévala l'escalier en hurlant. Madame Perrault. Réveillez Sophie. On part. Tout de suite. Mais monsieur, où? L'orphelinat Sainte-Clotilde. Il est condamné. Ils vont le démolir demain matin, si elle y est. Il ne termina pas sa phrase. Il ne pouvait même pas penser aux implications. La pluie tombait drue sur Nice. Une pluie froide, violente, qui transformait les rues en rivières. Maxime conduisait comme un fou, ignorant les limitations de vitesse, grillant les feux, Sophie attachée à l'arrière, les yeux immenses de peur. L'orphelinat Sainte-Clotilde se dressait dans la périphérie comme un fantôme. Un bâtiment de 4 étages, gris, lugubre, entouré de grillages et de panneaux, danger, démolition prévue, accès interdits. Des machines de démolition étaient garées tout autour, prêtes à réduire le bâtiment en poussière dès le lever du jour. Maxime stoppa la voiture en dérapant, sortit en trombe. La grille principale était cadenassée, mais une section du grillage avait été arrachée. Quelqu'un était passé par là récemment. « Sophie, reste dans la voiture », ordonna-t-il. Mais Sophie secoua violemment la tête. Détacha sa ceinture et le suivit. Ils n'avaient pas le temps de discuter. Ils se faufilèrent par le trou dans le grillage, coururent sous la pluie battante jusqu'à l'entrée principale. La porte, étonnamment, était entr'ouverte. Maxime la poussa. L'intérieur était un cauchemar. Des couloirs sombres, humides, puant la moisissure et l'abandon. Des graffitis sur les murs, des détritus partout. Le plafond s'effondrait par endroits, laissant pendre des fils électriques dangereux. Le bâtiment gémissait sous le vent, craquait de partout, prêt à s'effondrer. « Catherine !» hurla Maxime, sa voix résonnant dans le vide. « Catherine, où es-tu » Rien, juste l'écho de sa propre voix. Il avança, Sophie accrochée à sa main. Ils montèrent l'escalier en pierre, les marches glissantes. Certaines fissurées, 2e étage, 3e, 4e. Catherine, Catherine. Et puis, enfin, un bruit, faible, venant d'une pièce au bout du couloir. Maxime courut, poussa la porte branlante. C'était une ancienne chambre, 6 lits métalliques rouillés, des matelas pourris, des fenêtres brisées par lesquelles la pluie s'engouffrait, et là, dans le coin le plus sombre, recroquevillée contre le mur, trempée jusqu'aux os, Catherine, elle se balançait d'avant en arrière, les bras enroulés autour de ses genoux, le regard fixe, perdu dans un abîme intérieur. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son, répétant quelque chose en boucle. Maxime s'approcha lentement, prudemment, comme on approche quelqu'un au bord d'un précipice. « Catherine, ma chérie. »« C'est moi. »« Papa ?» Elle ne réagit pas, continua à se balancer, à murmurer. Il se rapprocha encore, tendit l'oreille. Elle répétait « Personne ne m'a voulu. Personne ne m'a voulu. Personne ne m'a voulu. » Maxime sentit son cœur se déchirer en 1000 morceaux. « Ce n'est pas vrai, » dit-il d'une voix étranglée. « Ce n'est pas vrai, ma chérie. Je te veux. Je t'ai toujours voulu. Tu ne m'as pas reconnue, » murmura-t-elle d'une voix mécanique, les yeux vides. « 8 mois. Tu m'as regardé et tu n'as rien vu, parce que je n'existais pas. Je n'existe toujours pas. Si, tu existes. Tu es ma fille. Tu es... » Maman savait, cria-t-elle soudainement, tournant enfin son regard vers lui. Elle savait, et elle ne m'a pas récupérée. Pourquoi? Pourquoi je ne valais pas la peine d'être sauvée? Maxime s'agenouilla dans l'eau sale qui recouvrait le sol, ne se souciant pas de son costume trempé, de la saleté, de rien. Je ne sais pas pourquoi Isaline a fait ce qu'elle a fait. Je ne le saurai peut-être jamais, mais je sais une chose avec une certitude absolue, ce n'était pas parce que tu ne valais pas la peine. C'était parce qu'elle était brisée, malade, perdue. Il tendit une main tremblante vers Catherine, mais n'osa pas la toucher. Après ta disparition, Isaline n'était plus elle-même.
Elle faisait des crises de panique. Elle voyait des choses qui n'existaient pas. Elle refusait de sortir de la maison pendant des semaines. Les médecins parlèrent de psychose post-traumatique, de dépression sévère avec éléments délirants. Peut-être que quand Madeleine l'a appelée, elle n'était pas en état de comprendre ce qui se passait. Peut-être qu'elle a cru que c'était un piège, une hallucination, un mensonge de plus. Sa voix se brisa. Ou peut-être qu'elle avait tellement peur que je la blâme, que je la quitte, que je la détruise davantage qu'elle ne l'était déjà, qu'elle a préféré garder le silence. Peut-être qu'elle était tellement cassée qu'elle ne pouvait plus prendre de décision rationnelle. Des larmes coulèrent sur son visage, se mêlant à la pluie. Je ne sais pas, Catherine. Je ne saurai jamais. Mais ce que je sais, c'est que sa maladie n'était pas ta faute. Son silence n'était pas un jugement sur ta valeur. C'était sa propre destruction. Catherine secoua la tête violemment. Je ne veux plus être Catherine. Catherine a été abandonnée par sa mère. Je ne veux plus être Hélène non plus. Hélène n'a jamais vraiment existé. Alors qui reste-t-il? Maxime prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. Il reste ma fille, tout entière, avec toutes ses blessures, tous ses morceaux cassés, toutes ses identités fracturées. Catherine et Hélène, la petite fille qui aimait les jasmins et l'adolescente qui a survécu à l'orphelinat. La princesse perdue et la femme forte qui a nettoyé des sols pour survivre. Sa voix monta, passionnée, désespérée. Je ne sais pas si tu es Catherine ou Hélène. Franchement, je m'en fiche. Tu es ma fille, celle qui fait des tresses parfaites à Sophie, celle qui fredonne la berceuse d'Isaline sans s'en rendre compte, celle qui se bat pour comprendre qui elle est. Je t'aime toute, pas une version idéalisée, pas un fantôme du passé. Toi, celle qui est devant moi maintenant, cassée mais vivante. Il approcha son front du sien. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Ne m'oblige pas à te perdre une deuxième fois, parce que je ne survivrai pas. Cette fois, c'est moi qui mourrai de chagrin. Sophie s'approcha alors, se glissant entre eux, et fit le signe qu'elle avait inventé des mois auparavant, les deux mains entrecroisées. Famille, indestructible. Puis elle ajouta un nouveau signe, ses deux mains qui entouraient son cœur. On t'aime, tout entière. Catherine regarda ces deux personnes trempées, boueuses, désespérées, qui l'avaient suivie jusqu'à cet enfer pour la ramener. Et quelque chose céda en elle. Pas la colère, pas la douleur. Celle-là resterait longtemps encore. Mais le désir de disparaître, je ne suis pas guérie, murmura-t-elle. Je ne sais toujours pas qui je suis. Je suis toujours en colère contre Isaline. Contre toi, contre le monde entier. Je sais, dit Maxime. Moi aussi, je suis en colère. Contre Isaline, contre moi-même, contre Madeleine, contre l'injustice de tout ça. On sera en colère ensemble, mais on sera ensemble. Catherine hocha lentement la tête, puis s'effondra contre lui, sanglotant sans retenue. Maxime l'entoura de ses bras, la serra contre lui comme il aurait dû le faire 18 ans plus tôt. Sophie grimpa sur eux, créant un cocon familial au milieu de cette chambre pourrie, dans ce bâtiment maudit qui serait détruit dans quelques heures. « Papa » murmura Catherine entre deux sanglots. « Je suis là, ma chérie. Je suis là, et je ne te laisserai plus jamais. » Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que les sanglots de Catherine se calment, jusqu'à ce que le tremblement de son corps s'apaise. Puis, lentement, Maxime l'aida à se relever. Ils sortirent tous les trois de cette chambre, de ce couloir, de ce bâtiment. Derrière eux, l'orphelinat Sainte-Clotilde se dressait une dernière nuit, gardien de tant de douleurs, témoin de tant de vies brisées. Le lendemain à l'aube, les machines le réduiraient en poussière. Mais Catherine, elle, ne serait pas ensevelie avec lui. Elle rentrait à la maison. 6 mois s'écoulèrent, 6 mois de thérapie intensive. Pas seulement pour Catherine, mais pour toute la famille. La docteure Favre avait recommandé des séances familiales hebdomadaires où ils apprenaient douloureusement à communiquer au-delà de la culpabilité et du ressentiment. Catherine avait accepté, officiellement et légalement, son nom complet, Catherine Hélène Garnier-Delaunay. 4 noms pour une vie fragmentée en 4 morceaux, mais elle ne voulait renoncer à aucun. Chaque nom représentait une partie de son histoire, même les parties volées, même les parties inventées. Le changement le plus visible fut la décision de Maxime concernant l'hôtel Émeraude. Un matin de mars, il convoqua Catherine dans son bureau.
Elle y entra avec l'appréhension qui ne la quittait jamais complètement, mais aussi avec une confiance nouvelle. Elle portait un jean, toujours ses vieux vêtements, elle refusait obstinément le luxe ostentatoire, et un pull bordeaux qu'elle avait finalement accepté d'acheter avec Sophie. « J'ai pris une décision », annonça Maxime sans préambule. « Je vends l'émeraude. » Catherine cligna des yeux, surprise. « Tu vends ton hôtel principal ? Celui qui a lancé tout ton empire. Je ne peux plus y entrer, dit-il simplement. Chaque fois que je franchis ces portes, je te revois en uniforme de femme de ménage, invisible, à quelques mètres de moi. Chaque couloir me hurle mon aveuglement. Je ne peux pas, je ne peux plus. Il ouvrit un dossier sur son bureau. L'argent de la vente. Et il y en aura beaucoup. Je veux le consacrer à quelque chose d'utile. Créer une fondation pour les orphelins, rénover les structures existantes, offrir des thérapies gratuites aux enfants abandonnés, mettre en place un système de vérification ADN systématique. Quand un enfant arrive dans un orphelinat, il leva les yeux vers elle. Je veux l'appeler la Fondation Isaline Madeleine. Catherine resta silencieuse un long moment. Tu veux honorer Madeleine, après ce qu'elle a fait. Madeleine était aussi une victime, dit doucement Maxime. Une mère désespérée qui a fait des choix terribles pour sauver son fils. Elle a payé de sa vie. Et d'une certaine façon, sans elle, aussi horrible que ça puisse paraître, je ne t'aurais jamais retrouvé. Si elle n'avait pas fait ce geste désespéré, tu aurais peut-être été tué, on ne le saura jamais. Il marqua une pause. Quant à Isaline, je ne peux pas effacer ce qu'elle a fait, ou plutôt ce qu'elle n'a pas fait, mais j'ai fini par comprendre, avec l'aide de la thérapeute, qu'elle était malade, vraiment malade, incapable de prendre des décisions rationnelles. Son psychiatre, j'ai retrouvé ses dossiers médicaux, avait diagnostiqué une psychose post-traumatique sévère. Elle avait des hallucinations, des délires paranoïaques. Peut-être qu'elle a vraiment reçu l'appel de Madeleine et qu'elle a cru que c'était un piège. Une hallucination de plus. Sa voix se fit plus rauque. Ça ne rend pas les choses moins douloureuses. Ça n'efface pas le fait que tu as grandi dans la pauvreté pendant qu'on avait tout ce qu'il fallait pour te sauver. Mais ça donne un contexte. Et peut-être. Un jour, ça permettra de pardonner. Pas aujourd'hui. Mais un jour, Catherine hocha lentement la tête. J'aime l'idée de la fondation, à une condition. Je veux y travailler. Pas juste être la fille riche qui prête son nom, je veux être sur le terrain. Visiter les orphelinats, parler aux enfants, leur montrer qu'on peut survivre à ça. Maxime sourit. Un vrai sourire, le premier depuis des mois. J'espérais que tu dirais ça. La fondation Isaline Madeleine fut officiellement créée en mai. Le buzz médiatique fut immédiat. L'histoire de Catherine Delaunay, la fille perdue retrouvée après 18 ans, qui consacrait maintenant sa vie à aider d'autres orphelins, fit les gros titres partout en France. Catherine détestait l'attention, mais elle l'acceptait comme un mal nécessaire. Si son histoire pouvait aider à changer les choses, elle était prête à la partager. Elle donna sa première conférence publique en juin, dans un auditorium de Nice rempli d'assistants sociaux, de directeurs d'orphelinats, de politiciens. Elle monta sur scène, le cœur battant, et parla pendant 20 minutes de son expérience. Elle ne cacha rien. La solitude, le froid, la sensation d'être invisible, les années à croire qu'elle ne valait rien, la difficulté de reconstruire une identité après avoir découvert que toute sa vie était une fiction. Quand elle termina, le silence dans la salle était total. Puis quelqu'un se leva et commença à applaudir, puis un autre, puis toute la salle, debout, applaudissant cette jeune femme de 23 ans qui avait transformé sa tragédie en mission. Dans la première rangée, Maxime pleurait ouvertement, sans honte. À côté de lui, Sophie battait des mains frénétiquement, radieuse de fierté. La réconciliation avec Isaline fut plus complexe. Catherine ne pouvait pas pardonner à une morte, mais elle pouvait essayer de comprendre. Avec l'aide de la docteure Favre, elle étudia les dossiers médicaux d'Isaline, lut les notes du psychiatre, comprit progressivement à quel point sa mère avait été malade, détruite psychologiquement par l'enlèvement, au point de ne plus pouvoir faire la différence entre réalité et délire. Un après-midi de juillet, elle demanda à Maxime de l'emmener au cimetière. Ils se tinrent tous les trois, Maxime, Catherine et Sophie, devant la tombe sobre en marbre blanc. Isaline Delaunay, 1975-2015, mère aimante, épouse adorée, pars en paix.
Catherine déposa un bouquet de jasmin sur la pierre froide. « Je ne sais pas si je te pardonne, » murmura-t-elle. « Je ne sais même pas si le pardon a un sens quand tu n'es plus là pour l'entendre. Mais je veux essayer de comprendre. Je veux croire que tu étais trop malade pour me sauver, pas trop indifférente. » Elle s'agenouilla, toucha la pierre gravée. « J'aurais voulu te connaître, la vraie toi, pas celle des photos, pas la sainte idéalisée, la femme réelle, avec ses failles et sa folie. Peut-être qu'on aurait pu se comprendre, deux personnes cassées essayant de survivre. » Sa voix se brisa légèrement. « Je chante ta berceuse parfois, sans m'en rendre compte. Elle sort de moi naturellement. Ça veut dire que quelque part, tu es encore là, dans mes mains qui font des tresses, dans ma voix qui fredonne, dans mes souvenirs fragmentés de jasmin et de rire. » Elle se releva, essuya ses larmes. « Je ne sais pas si je t'aime, mais je ne te hais plus. Et pour l'instant, c'est déjà énorme. » Maxime passa un bras autour de ses épaules. Sophie prit sa main et fit le signe qu'elle réservait aux moments importants. Famille, toujours. Le changement le plus profond se produisit lors d'une soirée ordinaire de novembre. Ils dînaient tous ensemble, Maxime, Catherine, Sophie et Madame Perrault, qu'ils avaient invités à se joindre à eux, reconnaissant enfin qu'elle faisait partie de la famille. Sophie racontait une histoire drôle de son école en signes enthousiastes. Catherine traduisait pour Madame Perrault, qui apprenait lentement la langue des signes. Maxime servait le vin en souriant. C'était banal, ordinaire, normal. Et c'est exactement ce qui frappa Catherine comme un coup de poing. Ils étaient une famille, pas parfaite, pas guérie, mais une famille quand même. Elle regarda ces gens autour de la table. Son père qui avait arrêté de se détruire pour être présent. Sa sœur qui l'avait sauvé avec son amour têtu. La gouvernante qui les avait tous tenus à bout de bras. « Je veux faire quelque chose », dit-elle soudainement. Tout le monde se tourna vers elle. Une cérémonie, pas un mariage ni un baptême. Juste quelque chose pour marquer le fait que nous sommes une famille. Officiellement, publiquement. Maxime posa son verre. Ému. « Qu'est-ce que tu as en tête ? Dans 1 mois, ça fera exactement 1 an que tu as mis le clair de lune. Non, attends. » Elle rit doucement de son propre lapsus. « 1 an que je t'ai appelé papa, pour la première fois. Je veux célébrer ça. Inviter les gens qui comptent. Dire au monde que oui, ma vie a été horrible. Oui, j'ai souffert, mais j'ai survécu. Et maintenant, je choisis d'être heureuse. » Sophie applaudit en faisant des bruits aigus de joie. Maxime ne dit rien, trop ému pour parler. Se contentant de hocher vigoureusement la tête, la cérémonie eut lieu un soir de décembre. Dans le jardin de la Bastide, illuminé de milliers de bougies, une 50aine d'invités, la famille élargie, les amis proches, les thérapeutes, les employés de la fondation, et même Nadia, l'ancienne colocataire d'Hélène, qui pleurait de bonheur en voyant son amie transformée. Catherine portait une robe simple mais élégante, couleur émeraude. Pas les vêtements neufs et coûteux que Maxime avait voulu lui acheter au début, mais quelque chose qu'elle avait choisi elle-même, qui lui ressemblait vraiment. Sophie était à ses côtés, en robe rose, tenant Monsieur Hope dans une main et Monsieur Nuage dans l'autre. Les 2 lapins réunis enfin, Maxime se leva pour prendre la parole. Sa voix tremblante mais claire. « Il y a 1 an, j'ai retrouvé ma fille, mais je ne l'ai pas vraiment trouvée ce jour-là. Je l'ai trouvée dans les mois qui ont suivi, dans chaque conversation difficile, dans chaque larme partagée, dans chaque moment où elle a choisi de rester malgré la douleur. » Il se tourna vers Catherine. « Tu aurais pu nous haïr, tu aurais pu partir et ne jamais revenir, mais tu as choisi de rester, de te battre, de construire quelque chose avec les ruines de ce qui aurait dû être. » Il sortit un écrin de velours noir de sa poche. « Ta mère avait un collier, des émeraudes. Je l'avais mis de côté parce que ça me faisait trop mal de le voir. Mais tu mérites de l'avoir. Pas parce que tu es Catherine Delaunay, héritière, mais parce que tu es ma fille, toutes les versions de toi. Catherine, Hélène, celle que tu étais, celle que tu es, celle que tu deviens. » Il ouvrit l'écrin. Le collier scintilla à la lueur des bougies. Une rivière d'émeraude qui semblait en capturer toute la lumière du jardin. Catherine le laissa l'attacher à son cou, sentit le poids frais des pierres contre sa peau, et pour la première fois, elle ne se sentit pas comme une usurpatrice. Elle se sentit comme elle-même, toutes ses versions, unifiées. Enfin, Sophie fit alors leur signe. 3 touches sur le cœur.
cercle dans l'air, et ajouta les mains entrecroisées. Catherine et Maxime répétèrent ensemble, et sous le ciel étoilé de Nice, dans un jardin parfumé de jasmin, la famille Delaunay, fracturée, reconstruite, imparfaite mais aimante, se tenait enfin complète. 3 semaines après la cérémonie, Catherine travaillait dans le bureau qu'elle s'était aménagé à la Bastide, un espace lumineux donnant sur le jardin, rempli de dossiers de la fondation, de photos d'orphelinats rénovés, de lettres d'enfants qu'ils avaient aidés. Elle triait les dernières archives récupérées de Toulouse, les effets personnels de Madeleine Chevalier que la famille distante avait finalement accepté de leur transmettre, des boîtes poussiéreuses remplies de souvenirs d'une vie tragique, au fond de la 3e boîte. Sous des factures jaunies et des lettres banales, elle trouva une photographie, vieille, décolorée, les bords cornés par le temps, une jeune Madeleine, 20 ans peut-être, cheveux courts, sourire timide, tenait un bébé dans ses bras, un nouveau-né aux yeux fermés. Emmitouflée dans une couverture bleue, Catherine retourna la photo, au verso, une écriture tremblante. Mon François, 6 mois, mars 1975. Son cœur rata un battement. Mars 1975. Elle se précipita sur son ordinateur, chercha frénétiquement dans les dossiers qu'elle avait compilés, les rapports de police sur François Chevalier, sa fiche d'identité, date de naissance, 3 mars 1975, père, inconnu, mère, Madeleine Chevalier. Catherine resta figée, fixant l'écran. Puis, avec des mains tremblantes, elle ouvrit un autre dossier, celui de Maxime Laurent Delaunay, date de naissance, 3 mars 1975. Non, ce n'était pas possible. Elle regarda à nouveau la photographie, étudia le visage du bébé, chercha frénétiquement dans les albums familiaux une photo de Maxime bébé, la trouva, compara. Les traits étaient identiques, absolument identiques. Le même front, la même forme de nez, même sur un visage de nouveau-né, la même courbe des sourcils. Catherine sentit le sol se dérober sous elle. Elle descendit l'escalier en courant. La photo serrée contre sa poitrine. Trouva Maxime dans le salon, lisant le journal, Sophie jouant à ses pieds. « Papa, dit-elle d'une voix blanche, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. » Maintenant, Maxime leva les yeux, alarme by son ton. Qu'est-ce qui se passe? Catherine posa la photographie devant lui, puis sortit son téléphone, affichant la photo de Maxime bébé côte à côte. « Regarde vraiment. » Maxime fronça les sourcils, examina les 2 images, son visage devint progressivement plus pâle. « C'est moi. Mais cette photo, c'est François Chevalier, le fils de Madeleine, celui qui a été tué et qui a tout déclenché. » Elle sortit les documents, les étala sur la table basse. « François est né le 3 mars 1975. Toi aussi. Même jour. Même ville. Nice. Père inconnu dans les 2 cas. » Maxime secoua la tête, confus. « Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que vous êtes identiques. Je dis que François avait la même date de naissance que toi. Je dis que Madeleine n'a jamais révélé l'identité du père de François. » Catherine s'agenouilla devant lui, tremblante. « Papa, je crois que François n'était pas juste le fils de Madeleine. Je crois que vous étiez jumeaux, toi et lui, des jumeaux séparés à la naissance. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Maxime regardait la photographie comme si elle allait exploser dans ses mains. « Non, c'est impossible. Mes parents m'auraient dit, tu as dit toi-même que tu avais été adopté, que tes parents adoptifs étaient déjà âgés quand ils t'ont pris à 6 mois, qu'ils t'avaient peu parlé de tes origines avant de mourir dans cet accident quand tu avais 15 ans. » Maxime ouvrit la bouche, la referma, incapable de trouver ses mots. « Il faut vérifier, » dit Catherine avec urgence. « Un test ADN. François est mort. Mais ils ont forcément gardé des échantillons quelque part. Les rapports de police, l'autopsie. » 1 semaine plus tard, ils étaient de retour dans le bureau de Maxime, accompagnés du détective Durand et de maître Lacroix. Durand avait réussi, miraculeusement, à obtenir l'autorisation d'accéder aux archives médico-légales concernant François Chevalier. Un échantillon d'ADN avait été prélevé lors de l'autopsie en 2007 et conservé selon les protocoles. Le laboratoire avait fait la comparaison avec l'ADN de Maxime. Durand ouvrit l'enveloppe avec une lenteur cérémonielle, lut le résultat, son visage devint livide. « Monsieur Delaunay, dit-il d'une voix étranglée,
Vous et François Chevalier partagez 98,8% de votre ADN. Vous étiez des jumeaux monozygotes. Le temps sembla s'arrêter. Catherine porta une main à sa bouche. Sophie, qui ne comprenait pas tout mais sentait la gravité du moment, grimpa sur les genoux de son père. Maxime ne bougea pas, ne parla pas. Il fixait simplement le papier comme s'il contenait les secrets de l'univers. « J'avais un frère », murmura-t-il finalement. « J'ai eu un frère pendant 40 ans, et je ne l'ai jamais su. Madeleine le savait, » dit Catherine doucement. « C'est pour ça qu'elle t'a choisi. Ce n'était pas un hasard si elle travaillait pour toi. Elle cherchait à être proche de toi, du jumeau de son fils. » Durand sortit d'autres documents qu'il avait exhumés. « J'ai contacté l'orphelinat où vous avez été placé, monsieur Delaunay. Ils avaient gardé quelques archives minimales. Vous avez été abandonné à 3 jours à l'hôpital Saint-Roch de Nice. Aucune information sur la mère, aucune recherche. Vous avez été adopté 6 mois plus tard par le couple Delaunay. » Il marqua une pause. François, lui, a été enregistré officiellement par Madeleine Chevalier 3 jours après votre abandon. Elle l'a déclaré comme son fils biologique, père inconnu. Mais les dates concordent parfaitement. Vous êtes nés le même jour, abandonnés le même jour. Mais un a été gardé, l'autre laissé. Pourquoi ? Demanda Maxime d'une voix brisée. Pourquoi elle m'a abandonné et gardé François ? Elle était jeune, seule, sans argent. Avoir 2 bébés était peut-être impossible. Elle a dû choisir. Catherine sentit les larmes couler sur ses joues. Toute ta vie, tu as eu un frère jumeau quelque part. Il a grandi pauvre, s'est perdu dans la drogue, est mort assassiné pendant ce temps. Toi, tu devenais riche, puissant, et vous ne vous êtes jamais rencontrés. Et Madeleine, dit Maxime en comprenant soudain, quand elle a vu François mourir, elle a vu son fils, mais elle a vu aussi mon frère. Elle m'a enlevé Catherine parce qu'elle voulait créer un lien, compléta Catherine, une connexion entre toi et François. Elle ne cherchait pas juste une rançon. Elle voulait que tu saches que François était ton frère, que vous partagiez du sang. Maxime se leva brusquement, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda le jardin sans le voir. J'aurais pu le sauver, murmura-t-il. Si j'avais su, j'aurais pu payer ses dettes, le mettre en cure de désintoxication, lui donner une vie. Mon propre frère serait vivant aujourd'hui. Tu ne savais pas, dit Catherine en s'approchant de lui, tout comme tu ne savais pas où j'étais. Ce ne sont pas tes fautes, ce sont des tragédies, des secrets que les gens ont gardés et qui ont détruit tout le monde. Maxime se tourna vers elle, les yeux rouges. Toute cette histoire, tout est lié. Madeleine m'a abandonnée à la naissance, a gardé François. François a mal tourné. Madeleine t'a enlevé pour le sauver. François est mort. Madeleine t'a abandonné aussi. Isaline savait mais n'a rien dit. Tout le monde a gardé des secrets. Et tous ces secrets se sont transformés en cadavres. Il s'effondra sur le sol. Sophie accrochée à lui, pleurant silencieusement. J'avais un frère. J'avais un jumeau. Et je ne le saurai jamais. Je ne connaîtrai jamais son rire, ses rêves, ce qu'il aimait. Je ne pourrai jamais lui dire que je suis désolée qu'il ait eu la vie que j'aurais pu avoir si Madeleine avait fait un autre choix. Catherine s'agenouilla à côté de lui, prit sa main. Mais tu peux honorer sa mémoire. François n'est pas juste le junkie qui est mort dans une ruelle. C'est ton frère, ton jumeau, une partie de toi. Elle serra sa main plus fort. On va ajouter son nom à la fondation, Isaline Madeleine François. On va dire au monde qu'il a existé, qu'il comptait, qu'il était aimé, même si trop tard, même si par quelqu'un qui ne savait même pas qu'il était son frère. Maxime la regarda à travers ses larmes. Comment tu fais ? Comment après tout ce que tu as subi, tu arrives encore à voir le bon, à vouloir honorer, à pardonner ? Catherine sourit doucement, tristement, parce que j'ai appris quelque chose dans tout ça. Les secrets tuent, les mensonges détruisent, mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par nous libérer. Elle regarda la photographie de François bébé, posée sur la table. On pensait que notre histoire était terminée, que j'avais été retrouvée, que la famille était reconstruite, que c'était la fin. Mais les histoires familiales ne se terminent jamais vraiment. Il y a toujours une génération d'avant, un secret enfoui, une vérité qui attend. Elle se leva, aida Maxime à se relever aussi. François fait partie de notre histoire maintenant. Ton frère, mon oncle que je n'ai jamais connu, le fils que Madeleine a essayé désespérément de sauver,
Il mérite d'être rappelé, pas comme un criminel, pas comme une victime, mais comme un homme qui a existé, qui a compté. Sophie fit des signes, que Catherine traduisit à voix haute pour que son père entende. Les familles sont grandes, plus grandes qu'on ne pense. Elles incluent les vivants et les morts, ceux qu'on a connus et ceux qu'on n'a jamais rencontrés. Tous font partie de nous. Maxime serra ses 2 fils contre lui, debout dans ce bureau rempli de révélations, de photos jaunies, de vérités enfin déterrées. Et pour la première fois, il comprit vraiment ce que Catherine avait vécu. Cette sensation de découvrir que toute votre vie reposait sur des fondations invisibles, des secrets enfouis, des choix faits par d'autres avant même votre naissance. « On va bien finir par arrêter de découvrir des secrets, un jour », demanda-t-il avec un rire tremblant. Catherine sourit. Peut-être, ou peut-être que c'est ça. Une famille, des couches et des couches de secrets, de tragédies, d'amour et de douleur, empilés les uns sur les autres. Et notre travail, c'est juste d'apprendre à vivre avec, à honorer tout ça, à transformer tout ce gâchis en quelque chose de beau. Elle regarda par la fenêtre le jardin de jasmin, baigné de lumière hivernale. Notre histoire n'est pas finie. Papa, elle ne le sera probablement jamais, mais pour la première fois, je crois qu'on peut l'écrire nous-mêmes, sans secret, sans mensonge, juste. Nous, une famille bizarre, cassée, reconstituée, mais une famille quand même. Maxime embrassa le sommet de sa tête. « Merci, ma chérie. Merci d'avoir été assez forte pour nous tous. »« Non, » dit Catherine. « Merci à toi d'avoir continué à chercher, même quand tu avais abandonné. Une partie de toi cherchait encore. Et tu m'as trouvée. » Elle se détacha doucement de l'étreinte, ramassa la photo de François. « Et maintenant, on a trouvé lui aussi. Trop tard. Oui, mais pas trop tard pour se souvenir, pour honorer, pour dire « Tu as existé, tu comptais, tu fais partie de nous ». Le soleil de l'après-midi illuminait la pièce d'une lumière dorée. Dehors, les jasmins commençaient à bourgeonner, promettant un printemps prochain. Et dans ce bureau, 3 personnes, un père, 2 filles, une famille improbable, née de tragédies multiples, se tenaient ensemble, pas guéris, jamais complètement guéris, mais ensemble, vivants, et c'était déjà un miracle en soi,